Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez toutes les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenir et aujourd'hui on va s'attaquer à mon cinquième coffret préféré de tous les temps. Bien sûr c'est encore un coffret de catch bien sûr. Et j'ai encore un abonné qui s'appelle encore Cédric Lavie, encore lui, qui me demande de faire une review sur Chris Jericho, Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Mais j'aimerais bien aussi faire avec le deuxième. C'est World is Jericho, les matchs les plus rares. Enfin, ouais, bref, de Y2J. J'aimerais bien faire ça aussi. Mais là, je vais m'attaquer sur un coffret qui m'a demandé. Et franchement, allez-y, hein, n'hésitez pas à me dire lequel que je fasse des reviews. Hein. J'ai vraiment besoin de vous. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul abonné fidèle. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien, si vous me permettez. Et je vous dévoile directement le coffret. Voilà, le coffret de CM Punk, Best in the World. Alors, je n'ai qu'en boîtier comme ça, car il n'existe pas en version cartonnée. Là, on voit CM Punk qui fait un coup d'accord à la linge en sautant sur Chris Jericho. Là, on voit encore CM Punk faire une paille bombe. Et là, CM Punk qui fait le signe d'aller se coucher. Je crois que c'est peut-être au Money in the Bank. Je suis pas sûr, mais pas... Je suis persuadé. Donc, voilà, les DVD, sympa. Pareil. Nickel. Donc, je vais essayer de l'enlever. Ça aurait été plus mieux avec des photos. Voilà. Ah, on galère, hein. On galère terriblement. Et là, ben, on voit CM Punk au fond qui gagne le titre du monde poids lourd. Peut-être contre Jeff Hardy ou Undertaker, peut-être pas sûr. Et là, CM Punk avec le titre de la WWE. Donc c'est vraiment pas mal. Et maintenant, on va s'attaquer directement au programme. DVD 1. Là, il ouvre le programme. Là, CM Punk, là, il dit A New Day, un nouveau jour. Space Boy. Je crois qu'il explique son côté un peu rebelle. Ouais, il expliquait qu'il a pas eu une très très belle entente avec sa famille, que ce soit ses parents, son frère ou sa sœur. Donc il était un peu rebelle contre ses parents, qu'il a rencontré vite des amis qu'il connaît dans Chicago. Ouais, en plus de ses problèmes familiales, il explique qu'il a toujours eu un côté rebelle concernant à son comportement, mais que ça l'a quand même mené quelque part. Ensuite, ben, j'ai dit Spice Boy. Maintenant, je vais vous expliquer Backyard Fame. Donc là, il parle du côté catch, mais dans un jardin. Je crois que ça s'appelait la Lunatic Wrestling Association, je crois. Pas sûr, mais il explique dans son reportage qui faisait du catch dans le jardin avec un petit promoteur qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais ils font ça pour le fun, pour la beauté du côté catch jardinage, un peu comme des enfants qui jouent dans le jardin, un peu comme ça quoi. A Talking to the Rod. Là il explique des journées sur la route. Ouais, en plus je crois que c'est marqué Rod, donc il parle qu'il est sur la route chaque semaine pour la WWE, qui va de ville en ville, parfois de pays en pays. Ensuite, Launching Bad. Là, il parle de son côté
son côté pour le catch indépendant. Car il a un peu des liens que dans les circuits indépendants. Il explique qu'il a fait du catch dans le jardin, il a fait du catch dans d'autres promotions, par exemple la IWA Mid-South. Après, quand c'était pas la IWA Mid-South, eh ben, ils vont d'un autre côté de la Mid-South pour aller dans fédération à un autre. Par exemple, je pense à la Ring of Honor ou à la MLW. Et aussi du côté d'Atiene, car il est passé par là. Constantly Learning. Donc là, il parle encore de son côté penchant pour le cercle indépendant. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est les guests dans ce documentaire. Il y a Chris Hero en tant que Cassius Ohno, qui n'était pas encore signé à la WWE, pourtant. Il apparaît dans le documentaire, mais après, il fait partie des amis proches de CM Punk. Je sais pas s'il est encore aujourd'hui, mais ça m'étonnerait. Et même aussi Colt Cabana, car il explique sa rivalité avec Punk dans le circuit indépendant, que ce soit la Ring of Honor ou autre. Et même CM Punk parle avec, de son match avec Samoa Joe, qu'il a toujours eu des bons matchs avec Samoa Joe. Et je crois qu'il va même montrer un extrait vidéo à la Ring of Honor où il gagne le titre suprême de la Ring of Honor en disant c'est moi le champion de la Ring of Honor. Vous croyez que j'allais tous partir, finalement je serai réintégré. Et après, peut-être qu'il a peut-être pas dit ça. Enfin, je vais vous résumer le contexte, hein. Je sais bien qu'il y en a d'autres qui parlent beaucoup mieux que moi. Ben, CM Punk, en fait, il est à la Ring of Honor. La WWE lui a proposé un contrat. Et bien sûr, tout le monde savait qu'il a eu un contrat. Mais par contre, personne ne savait qu'il avait encore signé. Mais tout le monde savait qu'il allait sûrement partir là-bas à un moment donné. Il affronte, on va dire, son soi-disant dernier match, même si ce ne sera pas sa dernière à la Ring of Honor. Il affronte Austin Harris pour le titre de la Ring of Honor. Tout le monde croyait qu'il allait partir sans la ceinture. Et finalement, à la surprise générale, il gagne contre Austin Harris. Il est champion de Ring of Honor. Et là, dans une vague émotion, tout le monde veut l'adorer. Tout le monde veut adopter Punk, quoi. Tout le monde le veut, quoi. Il l'envie. Et là, au moment où CM Punk prend le micro, je crois qu'il dit The everybody has a hand as a microphone. My hand is a pipe bomb. Dans les mains de n'importe qui, que ce soit un catcheur ou personne normale ou un officiel, c'est juste un micro ordinaire. Et ben dans ma main, moi, c'est une bombe. Et je crois qu'il explique, hein, dans le reportage d'extrait vidéo. Et au moment où tout le monde veut accepter Punk de son côté bienveillant et attachant, eh ben, il se tourne contre la foule pour effectuer un heel turn, un rôle de méchant en disant que c'est le diable et qu'il n'a pas besoin du public de la Ring of Honor pour réussir, car il sait réussir sans l'aide de personne. Et il leur dit tout le monde d'aller se faire voir, car de toute façon, il ira à la Ring of Honor avec le titre... Qu'est-ce que je raconte? Il ira à la WWE avec le titre de la Ring of Honor. Autant pour moi, autant pour moi. Je vais vraiment, vraiment trop vite. Et quand je vais trop vite, ben, je ne sais plus quoi. Donc il dit ça. Et là, ce scènement, là, c'est la plus connue. On appelle ça The Summer of Punk. Et vous allez voir aussi, ça va même arriver pendant la Pipe Bomb en 2011, qui est un peu le Summer of Punk de la WWE, même si la storyline à la WWE n'a pas très bien fonctionné. Donc il parle de ça. Et ce que j'aime bien, c'est que il arrive dans le ring avec un costume et qu'il a mis dans ses cheveux
tout noir, du reflet violet, et qui le signe le contrat sur la ceinture pour montrer que le contrat, c'est pas un fake contrat qui a été mis dans n'importe quel fart classé, quoi, qui n'a pas été dans des farts classés officiellement. Là, il montre que c'est un réel contrat, un vrai papier officialisé par la WWE. Et là, durant ces affrontements face à n'importe quel catcheur, par exemple Roderick Strong, peut-être Colt Cabana, il y a encore qui encore Homicide, peut-être Christopher Daniels, il y a encore un autre type, il y a encore un autre. Brian Danielson, non, je ne pense pas. Dur à choisir. Moi, je sais bien qu'il a affronté des tas de gars qui ont essayé de lui prendre la ceinture, mais à chaque fois, Punk s'en sortait à chaque fois jusqu'à ce que un certain James Gibson le bat pour le titre. James Gibson, pour ceux qui ne savent pas, c'est Jamie Noble. Si vous avez encore le souvenir de Jamie Noble dans la J&J Security, eh ben vous n'êtes pas tombé de l'auberge, car je connaissais un petit peu Jamie Noble quand il a débuté à la WWE durant 2008, et après, plus rien de spécial pour lui, quoi. Donc Darkhold. Donc les côtés un peu mis à mal de côté de Punk. Il explique un peu que ses problèmes des fois. Note de prototype. Il n'est pas un prototype. Donc il explique que des fois sur des matchs ou sur les routes, ben, on n'est pas tous des surhommes. Outcast Champion. Là, champion du peuple. Donc un champion de Chicago, quoi. Donc je crois qu'il parle de ses victoires, que ce soit le titre intercontinental, le titre par équipe avec Kofi Kingston, même le titre de la ECW, hein, quand il a affronté John Morrison, de nombreuses reprises, quand il s'appelait Johnny Nitro. Donc il explique ses victoires, et il explique aussi la fois où il a gagné la mallette du Money in the Bank à WrestleMania 24. Il a encaissé avec succès, mais par contre, il avait un peu du mal à se faire accepter en tant que champion du monde poids lourd. Car la plupart des catcheurs vétérans ne savaient pas si CM Punk est un champion crédible ou juste un gars de seconde zone. Donc c'était un peu bizarre. Mais après, par la suite, il sera un champion du monde poids lourd très très sérieux, croyez-moi. Having fun. Donc les côtés drôles. Par exemple, la fois où il s'était associé avec Luke Gallows, Joey Mercury et Serena Deeb, qui les a un peu lui-même sauvés. Et après, ils font des scènements comme quoi les gens arrivent, ils font le serment d'allégeance de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas prendre une seule drogue, que ce soit un médicament qui est une drogue ou n'importe quelle substance illicite. Et bien en échange, eh bien, il les rase la tête pour soi-disant les sauver. Donc CM Punk, il avait un côté un peu Jésus dans son style. Donc le côté clean, sauveur. Donc jusqu'à ce qu'il perd contre Rey Mysterio et qu'il perd ses cheveux. Ouais, qui va même porter un masque. Et après il sera démasqué par un certain Big Show. Le bon temps. Un challenge. Donc il se lance que des défis des fois. Saving Society, ça je l'avais déjà dit pour la stratégie. Là, il parle de ses frustrations. Bah oui, vous voyez. Attends, je sais pas si vous voyez. Frustrated beyond belief. Donc les côtés frustrants des mauvais côtés. Donc il parle des côtés de la WWE, les côtés décevants. Ça va le mener jusqu'à la pipe bomb. Parce qu'on lui a dit, vu comment il va faire ses adieux à la WWE, on lui a dit, vas-y, prends un micro, dis ce que tu as à dire sur le cœur. Mais je crois qu'on lui a même dit,
Par contre, va pas trop loin, parce que si jamais tu vas trop loin, ben, on te le coupe direct. Et là, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais lui, c'est ce qu'il voulait, Punk. Juste qu'on lui donne le micro, qu'on le laisse exprimer. Car lui, il dit qu'il est bon sur le ring, qu'il est bon au micro, qu'il est même bon comme auteur, même en interview et même sur les réseaux sociaux. Il est très bon. Il est très bon. Et aussi un bon troller aussi, hein, si j'aimerais dire. Mais aussi CM Punk, c'est aussi un personnage qui a aussi une grande gueule rebelle, comme je l'ai dit, mais qui des fois se rapproche entre la réalité et la fiction. Donc il a ce don assez impressionnant, CM Punk. Donc c'est vraiment rare et un peu bizarre pourquoi la WWE ne s'est pas capitalisé à fond dessus. Et qui n'ont pas fait, on va dire, de CM Punk un grand main eventer, que ce soit de WrestleMania ou dans les affiches importantes avec d'autres catcheurs qu'il aurait bien voulu affronter par la suite. Donc ça va lui coûter un match au Money in the Bank face à John Cena. Et même John Cena était au pied du mur car si jamais il perdait, ben, il était viré. Donc un scénario bien construit. CM Punk est chez lui à Chicago, pendant que John Cena se fait huer par tout le public de Chicago. Et en plus, ce match est un 5 étoiles. Donc maintenant, je vais passer ça parce que je ne veux pas trop spoiler. Donc, Momentum Wipe Present Situation. Donc, il présente sa situation en tant que champion et la reconnaissance qu'il a eue du côté des fans. Car là, maintenant, la WWE se capitalise ben, la légitimité. Donc, vu comment CM Punk vendait énormément de t-shirts de Best in the World, un des plus beaux t-shirts de catch aussi, eh ben là, il a toute la foule à sa guise, quoi. Donc, il a enfin eu le mérite qu'il a eu. Et après, ben, la suite pour lui, ben, The Man, l'homme. On va dire c'est un peu la suite de sa carrière. Et vous allez peut-être comprendre que la suite de sa carrière à la WWE ne s'est pas très bien déroulée depuis 2014. Et aujourd'hui, ben, il catch à la EW, il fait ce qu'il en a envie de faire, il y a personne qui lui donne d'ordre. Donc il affronte qui il veut, quand il veut. Donc il a vraiment le don pour le catch indie, et il a vraiment une réelle dent contre la WWE. Parce que il explique pas dans le documentaire, hein. Je connais un peu les raisons de son départ. En fait, vu comment CM Punk ne voulait pas apparaître dans les programmes où il était prévu, ça a coûté à la WWE pas mal énormément d'argent concernant les plans pour Punk. Ouais, parce que je vais vous rappeler que CM Punk était prévu pour WrestleMania 30 et qu'il était prévu pour affronter Triple H. Donc, si CM Punk n'était pas parti, Daniel Bryan aurait fini dans la mid-card à vie. Et en plus, j'avais même vu dans une petite carte que si Daniel Bryan n'était pas dans le main event, eh bien, il aurait affronté Sheamus pour le titre US. Donc Punk aurait sûrement été champion unifié, mais il n'a pas voulu, car il aurait préféré que ce soit Daniel Bryan, vu comment c'était son moment, son année en 2013. Et du côté de 2014, ça aurait pu être grandiose pour Bryan, bien sûr, hein, mais il s'était blessé récemment et c'était pas très bien vu. Mais après ça, il a pu recatcher par la suite, hein, jusqu'à 2021. Et encore aujourd'hui, en 2022, ben, il continue à faire le travail, quoi. Bon, j'en ai terminé avec le documentaire. Maintenant, je vais passer au bonus spécial.
High School Sport. Donc là, il parle de ses années collège, au niveau du sport. Ouais, il disait qu'il était un très bon sportif et que il, il, il faisait toutes sortes comme sport, que ce soit le baseball, un peu du basket et de football. Il explique tout ça. Ensuite, là, il parle du nom CM Punk. CM Punk, pour lui, au début, il disait, dans ce petit court extrait, il disait que le nom CM Punk veut dire, on va dire, le C. Ben, le C, on va dire, c'est le chick, et le M, magnet. Venom, enfin, chick magnet Venom. Donc en fait, c'est, on va dire, chick magnet, c'est l'aimant à poulet. Bizarre, hein, mais un peu vrai, quoi. Et il a ajouté Venom. C'est vrai que Venom, Chick Magnet, ça prenait pas fin. Ça prenait pas du tout de place. Donc à la place de Chick Magnum, c'est ben, le C, enfin le C, Chicago, et le M, Made, qui veut dire Made in Chicago. Maintenant, vous avez la référence exacte. Skull fracture. Sa pire fracture pour CM Punk. Là, il explique sa plus grosse fracture, c'est sa blessure au niveau de la tête. Car il a effectué un spot, par exemple un brise-nuque, et c'est finalement, il a reçu la tête de son adversaire en plein visage, et le rebond du ring a secoué la tête de Punk. Il disait même dans ce petit court extrait qu'il avait pris une chaise comme si c'était un papy qu'il avançait, qu'il avance, quoi. Et après, il explique que lorsqu'il est rentré au petit vestiaire, il avait vomi et qu'il avait une énorme migraine de tête suite à ce choc. Donc il a dû aller à l'hôpital. En plus, Colt Cabana, son ancien ami, je ne sais pas s'ils sont toujours amis, mais je sais bien qu'ils étaient amis à la grande époque, explique qu'il devrait prendre un médicament pour calmer la douleur. Mais CM Punk, vu comment il est clean, il est stratège, ne souhaite pas prendre de médicaments. Donc c'était un peu dur à le faire raisonner, pourtant c'était contre sa volonté. Donc voilà sa plus grosse fracture pour Punk. OVW contre Albridge. Alors, un certain Brent Albridge, je ne connais pas plus que ça, mais on dirait que CM Punk essaie de le rendre plus over. CM Punk veut se faire passer pour le plus grand méchant pour concerner Albridge en tant que face. Donc il explique comment il devrait faire un bon storyline avec un jeune de la OVW. Et après ça a été court, hein, ça a été court son passage à la OVW. Hein. Ensuite, For Extra To Champion. Ouais, il parle de son côté, le côté, on va dire, pur champion pour un petit Illinoisien comme il est, pour représenter l'exemple au public, etc. Quoi. Là, il parle de December to Dismember. Il dit que ce show December to Dismember est le plus gros échec de la WWE. Je suis d'accord avec lui. Et aussi, il explique que le champion en titre, c'était le Big Show. Et que le Big Show était d'accord qu'il perd face à Punk. Peu importe si ce soit par soumission ou... non, peut-être pas JTS. C'est vrai qu'il n'a pas, on va dire, toute la force nécessaire pour sauver le Big Show, mais il aurait tenté n'importe quelle façon.
Ouais, donc il dit que ce show est l'une des plus grosses échecs de la WWE. Et ça fait ressentir. Oh. Et maintenant, aujourd'hui, ben, c'est la NXT la plus grosse échec. À cause vous savez qui, quoi. Et en plus, il explique dans ce petit court extrait que Bobby Lashley, ce jour-là, il s'est reçu, on va dire, un peu de la hit et un peu de silence de mort de la part du public. Car pour le public, Bobby Lashley n'était pas méritant pour le titre. Mais après, Bobby Lashley aussi, il a été un talent gâché du côté de la WWE. Donc je vais m'arrêter ici. Première impression. Donc là, il parle de sa situation actuelle à la WWE, de l'époque, hein, bien sûr. Il disait que maintenant, ça devenait plus calme, que maintenant, il peut s'exprimer quand il le veut. Mais après, ça dure qu'un temps, hein, ça dure qu'un temps. Après, in-ring style, son côté de son style dans le ring. Là, il parle de ses prises fétiches, que ce soit le coup de genou dans le coin qui termine avec un bulldog, ou alors la descente du coude à la Macho Man. Donc il explique même ses combos fétiches à la manière d'un boxeur thaïlandais ou d'un jiu-jitsu brésilien. Donc il a vraiment, on va dire, le côté badass de ses mouvements. Et aussi, il explique même que le JTS venait d'un catcheur japonais qui s'appelle Kenta. Anciennement Hideo Itami. Il disait qu'il avait emprunté, qu'il avait un peu volé la prise de Kenta. De l'emprunter qui est un peu du vol. Pour faire sa grosse marque au sein de la WWE. Donc il explique ça. Ensuite, It's Clubbing Time. De date. C'est l'heure de la bagarre et c'est un fait. Donc là, il explique le terme It's Clubbing Time. Ouais, vraiment, vraiment surprenant. Et en plus, quand on le traduit en français, c'est plus pratique. Plus pratique à savoir. Ensuite, the most insulting thing you could say to me. Là, il parle d'un de ses amis proches de Chicago qu'il avait un peu eu de la dissension avec. Et ah non, non, c'est dans l'autre. Dans l'autre, pardonnez-moi. Ouais, c'est moi qui m'embrouille moi-même. Ouais, il parle de son inspiration pour la musique, qu'il adorait tout ce qui est son rock and roll, donc côté rock metal. Donc il adore ce style très punk, comme la plupart aiment s'y dire. Ensuite, conversation avec Lars, un de ses amis de Chicago. Comme je vous l'expliquais, il a eu un petit peu de la dissension avec un certain Lars ou Larry. Donc son ami d'enfance, Lars, il explique que c'était pas quelqu'un facile à gérer, CM Punk. Et dans l'autre aussi, et là je crois qu'il explique même sa relation avec les collègues, que ce soit dans le circuit indie ou à la WWE. Il parle, on va dire, du côté Chris Hero parle de son côté avec avec CM Punk. J'allais dire la WWE, mais non, c'est avec CM Punk. Et aussi Kofi Kingston, même Kurt Hawkins. Donc ils vont leur donner leur impression si c'était on va dire, un camarade fidèle. Et finalement, ils le disent que c'est vraiment un ami, un camarade fidèle. Et aussi, il explique de ses grosses frustrations à la WWE. Il explique que lorsqu'on disait qu'il était invité à un show
où il devait affronter un tel catcheur, des fois il se pointait, mais il n'y a personne en fait. Par exemple, si c'était dans un show télé où il se pointe, personne ne pourrait peut-être pas le reconnaître. Donc c'était ça, ses plus grosses frustrations concernant vis-à-vis à la négligence de la WWE. Et il parle même de sa casquette fétiche qu'il avait gardée depuis pas mal d'années, jusqu'à ce qu'il rachète un tout nouveau, même s'il commence un peu à salir, mais qu'il adore toujours cette marque. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Ensuite, Nathalie's T-shirt. Là, il parle du t-shirt de Nathalie. En fait, si vous ne savez pas c'est lequel, c'est, on va dire, une tête de mort avec des dents déformées, avec des mains squelettiques et un côté, on va dire, sombre. Donc c'est ça, on va dire, le t-shirt de Nathalie. Ensuite, Teenage Anarchiste. Un côté rebelle anarchiste. Ça, c'est un clip vidéo de musique concernant ces petites compilations à lui. Mais bon, je crois que j'en ai terminé avec le documentaire. Maintenant, passons au match. Ensuite, final match in the OVW World Heavyweight Championship Tournament. Bret Albridge, enfin CM Punk contre Bret Albridge à la Ohio Valley Wrestling OVW, 1er mars 2006. CM Punk était, on va dire, inspirant pour le titre OVW du monde poids lourd. Là, il fait une démonstration de catch à son jeune adversaire. Après la fin, et un peu, on va dire, décevant. Je dis décevant parce que c'est un peu court, mais aussi parce qu'il est un peu étrange. CM Punk fait un springboard, il glisse. C'est vrai que ça peut arriver de glisser sur les cordes quand on n'est pas très stable. Eh ben, il se brise le genou. Et après, Bret Albridge continue à s'acharner sur lui alors qu'il est blessé. Donc, une fin assez odieuse, mais ça va. Donc, la note globale, je lui mets un 2. Voilà quoi, un bon petit 2. Ensuite, à la ECW, le 1er août 2006. Là, CM Punk, c'est ses débuts. Je crois que c'est ses vrais débuts à la ECW. Et en plus contre Justin Credible, un des membres originels de la ECW, catcheur originel. Eh ben, CM Punk, il arrive dans le ring, il fait une démonstration à son vétéran adversaire. Et je crois qu'il termine le match avec un Anaconda Bice. Ou peut-être Go to Sleep. Ouais, on va dire des finishes comme ça. Ah, pourtant je l'ai vu que 3 fois et j'essaye de me rappeler. Hein. Donc, début fracassant pour CM Punk. Donc, pour ce match, je lui mets un 2,10. Voilà. On va dire un des débuts sympas. Même très sympa. Excusez-moi, j'ai dû un petit peu couper parce qu'on m'appelait. Donc, là maintenant, on passe au 3e match. Last chance for the ECW Championship match. Donc là, le match à la dernière chance pour le championnat du monde poids lourd de la ECW. CM Punk contre John Morrison à ECW 14 septembre 2007. En plus dans son reportage, CM Punk dit que la WWE a un peu gâché les matchs entre lui et John Morrison, qui était à l'époque Johnny Nitro. Il disait qu'il gâchait tous les matchs. Alors pourtant il est bon, hein. Même quand John Morrison s'appelait Johnny Nitro, c'était pas mal. Ouais, il a peut-être raison ou pas, mais après, on va pas le juger éternellement. Hein. Donc on lui laisse le bénéfice du tout à CM Punk. Ouais, un très bon match entre John Morrison et CM Punk.
En plus, John Morrison veut en terminer avec son Starship Pain, mais CM Punk se dégage. Et après, quand CM Punk, quand John Morrison veut en finir avec CM Punk, eh ben, CM Punk, il y a un retournement de situation et lui fait un JTS. Et il gagne le championnat de la ECW. Donc, c'est victoire de Punk. Alors, ce match, il est bon. Donc, je lui mettrai un 3-10 pour ce match-là. Il est bon, par contre. Ensuite, Money in the Bank ladder match. Donc, le match de l'échelle pour le Money in the Bank. CM Punk contre Chris Jericho, contre Shelton Benjamin, contre John Morrison, contre Carlito, contre MVP, contre Monsieur Kennedy. Un bon match dans la carrière de CM Punk, surtout à WrestleMania 24, du côté de 2008. En plus, c'est un 30 mars. Vraiment pas mal. Il y a des spots de fou de la part de Shelton Benjamin. Il y a, je crois, un tentative de Walls of Jericho de la part de Chris Jericho sur, je ne sais pas lequel adversaire, peut-être Carlito. Et Carlito fait aussi un backstabber. Là, par contre, il se détruit encore plus le dos en faisant ce backstabber. Et Shelton Benjamin, ben, il fait des Swanton bombs sur la plupart des catcheurs, mais là, il avait atterri sur l'échelle. Là, on se demande comment son dos peut encore tenir. Et pour MVP, quand il essaie de décrocher la mallette, eh ben, il se fait interrompre par Matt Hardy qui venait d'intervenir pour lui coûter la victoire à la mallette. Mr. Kennedy aussi essaie de récupérer ce qui lui appartenait l'année passée. Mais malheureusement pour Kennedy, ne remportera pas le match. Et c'est CM Punk qui remporte la mallette pour la première fois de sa carrière. Ce match, même à plusieurs, je crois qu'il est pas mal. Mais vraiment pas mal. Donc ce match, je lui mets un 3,5. Je lui mets un bon petit 3,5. Parce qu'il est très bon. Ensuite, match pour le championnat du monde par équipe. CM Punk et Kofi Kingston contre The Priceless. Donc Cody Rhodes et Ted DiBiase à Raw, 27 octobre 2008. Là, c'est dans un match par équipe. C'est vraiment pas mal entre les Priceless et Punk Kingston. Car là, il y a des tentatives d'intervention, même un peu de rudesse de la part des Rhodes et de DiBiase. Et de l'autre côté, ben, le côté gentil et courageux de la part de Punk et Kingston. Et je crois qu'ils remportent les titres par équipe. J'ai l'impression que oui. Pas sûr, mais je suis presque sûr. Si jamais vous l'achetez sur Amazon, peut-être que vous donnerez peut-être votre propre avis si vous me direz en commentaire. En tout cas, vous me direz sûrement en commentaire de Punk. Hein. Donc je serais curieux de savoir hein, pour vous. Ensuite, ben, dernier match dans ce deuxième DVD. CM Punk contre William Regal. Donc un match sans disqualification pour le championnat intercontinental à Raw, 19 janvier 2009. Là, ça a été mémorable pour Punk et pour certains d'entre vous qui ont sûrement vu ce match. William Regal, celui qui venait de remporter le King of the Ring en 2008, trouve sa vocation au sein du roster et il devient champion intercontinental et qui va semer un peu la terreur à travers de Raw en étant champion intercontinental, en montrant que certes c'est un vétéran, mais qu'il plaisante pas quoi, qu'il utilise beaucoup de dureté. Et CM Punk, ben, c'est le petit Chicagonien, enfin de l'Illinois, qu'il prouve qu'il a sa reconnaissance envers la foule et qu'il veut ce titre. Donc il bat William Regal et il remporte le titre intercontinental sur une euphorie générale du public. Donc c'est vraiment, vraiment beau.
Vraiment, vraiment beau. Ensuite, troisième DVD. Là, c'est au SummerSlam, le 23 août 2009. Et la stipulation, c'est un TLC. Tables, Ladders and Chair Match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Entre CM Punk contre Jeff Hardy. Un très bon match entre CM Punk et Jeff Hardy. Pourtant, à l'époque, ils se détestaient car CM Punk a la fâcheuse tendance à traiter de Jeff Hardy de toxicomane. Et que CM Punk le fait rappeler à Jeff Hardy que, contrairement à Jeff Hardy même, qui n'a jamais pris une seule drogue, ni un seul goutte d'alcool ou de médicaments qui est de la pure souche drogue. Tout ce qui est substance illicite, il ne l'apprécie pas. C'est pour ça qu'il se fait présenter comme le stratège, quelqu'un de clean. Et ça se termine par une victoire de CM Punk en décrochant le titre. Et à la fin, quand il célèbre sa victoire, la lumière s'éteigne, un dong retentit. Et au moment où la lumière revient et le dong retentit, on voit qui par terre? L'Undertaker. CM Punk ne s'attendait pas à ça. Je vais dire Punk, mais non, c'est Punk. Eh ben, il ne s'attendait pas à ce que l'Undertaker vient par surprise et lui fait un chokeslam. Et ça finit là-dessus, sur ce match-là. Ensuite. Mais attends, j'avais oublié de noter pour William Regal et même pour le match par équipe. Le match par équipe. Quel boulet. Boulet, je suis. Pour le match par équipe, je lui mets un 3-20 à ce match-là. Et pour le match avec William Regal, je le mets un 3-40. Pour ce match face à Jeff Hardy, je lui mets un 4. Un 4 d'office. Donc voilà. Ensuite, le match entre CM Punk contre Rey Mysterio à Over the Limit 23 mai 2010. Là, la stipulation, si Rey Mysterio perd, il rejoint la Straight Edge Society, mais si CM Punk perd, eh bien, il se fera couper les cheveux. Un match pas mal. Il y a un peu côté drôle, mais il est vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je me rappelle que les 3/4 du temps, CM Punk et Rey Mysterio s'affrontent. Il y a un moment où le match va être interrompu car CM Punk saignait de la tête. Donc il devait se faire soigner parce que l'hémorragie était un petit peu sérieuse. Parce que, pour rappel, à la WWE, on ne doit plus utiliser de blade job. Et même tout ce qui est coup accident sur la tête doit être vite réglé en un rien de temps. Mais il y a aussi... Attends... Là, je vais vite spoiler. Hein. C'est une victoire de Rey Mysterio. Et au moment où Rey Mysterio souhaiterait de faire raser la tête à CM Punk, un homme masqué, enfin cagoulé, arrive et s'en prend à CM Punk. Donc vous allez vite comprendre qui c'est, cet homme masqué et capuché, cagoulé, peu importe. Et ben c'est Joey Mercury qui attaque Rey Mysterio pour protéger CM Punk. Mais même Luke Gallows et Serena s'en mêlent. Et pourtant, un autre va faire son apparition, c'est Kane, qui va un peu sauver les fesses de Rey Mysterio pour s'en prendre à la Straight Edge Society. Et au moment où CM Punk est menotté près des cordes, eh ben, Rey Mysterio lui rase la tête. Il lui rase la tête. Et par contre, j'aime bien, c'est quand juste dit Rey Mysterio c'est peut-être catché, mais par contre ne sait pas couper les cheveux. Qui est un peu vrai. Mais par contre, c'est vrai que c'est un massacre. Quand tu rases les cheveux de quelqu'un. Après, c'est un peu comme une tradition au Mexique. Hein.
Par exemple, si au Mexique, tu mets ton masque en jeu, ben, tu dois montrer ton masque au monde entier, qui est un signe du déshonneur si tu perds un match et qu'on t'enlève ton masque. Et aussi, en bonus, on te fait raser la tête. Là, c'est totalement l'inverse. Là, c'est le catcheur chevelu qui se fait raser la tête. Et après que ça a soi-disant été presque terminé, Rey Mysterio flinte avec le miroir en disant, enfin, c'est Philippe Chiro qui dit, enfin, comme s'il était Rey Mysterio en disant, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau. Et au moment où Rey Mysterio tourne le miroir vers CM Punk, CM Punk se découvre dans le miroir et il hurle, on va dire, de colère. Et après, c'est CM Punk. C'était vraiment drôle. Ah, pauvre CM Punk, pauvre ses cheveux. Mais bon, la fin était drôle. Donc pour ça, je lui donne un 4,20 à ce match. J'ai vraiment bien aimé. Mais vraiment, vraiment bien aimé. Ensuite, ben, un des matchs que j'adore, de la carrière de John Cena et de CM Punk, pour le championnat de la WWE, bien sûr, et aussi pour le travail de Cena, qui est aussi en jeu. À Money in the Bank, 17 juillet 2011. Là, ce match est peut-être un des classiques dans la carrière de CM Punk. Ça commence. En plus, ça débute à Chicago. Hein. Donc, CM Punk fait son entrée. Là, énorme ovation. Là, c'est sûr, CM Punk est le favori. C'est vraiment le Messi. Mais vraiment le Messi dans le ring. Comme si c'était l'espoir de la dernière chance. Et de l'autre côté, ben, John Cena. Qui est un peu le méchant du peuple. Mais du côté, on va dire, des fans de punk, hein, bien sûr. Hein. Donc il se fait accueillir comme il se doit. Ça me rappelle un peu à la ECW One Night Stand pour John Cena. Où il était un peu, on va dire, dans ce show, il était un peu l'ennemi numéro 1. Même s'il a jamais rien demandé pour ça. Et pourtant, voilà, les gens ont fait leur choix. Pour eux, ils préfèrent leurs favoris. Des vrais catcheurs qui savent combattre et qui veulent être combatifs, être représentatifs. Donc, mais après, le match, il est bon. Donc, tout est très bien orchestré, tout est très bien fait. Il y a même Punk qui va tout faire pour trancher à la limite de John Cena. Et John Cena va aussi un peu jouer sur le côté un peu technique, pourtant qui n'est même pas sa spécialité, le côté technique. Donc, au moment où... Là, je vais vite expliquer la fin. Hein. Au moment où CM Punk fait son JTS sur John Cena s'écroule à l'extérieur. Et là, ben, qui arrive? Vince McMahon et John Laurinaitis qui viennent narguer CM Punk. Et CM Punk, il est méfiant concernant le boss et on va dire, de l'officiel aux relations avec les talents qui est John Laurinaitis. J'exprime mal son nom, mais peu importe. Au moment où CM Punk arrive dans le ring, Cena lui fait un STF. Et au moment où il est pris dans un STF, McMahon dit à Laurinaitis de dire au timekeeper de faire sonner la cloche, car soi-disant Punk a abandonné alors qu'il n'a pas abandonné. John Laurinaitis court, mais John Cena descend du ring pour mettre un coup d'accord à linge sur Laurinaitis. Je spoil, hein, comme ça vous saviez si jamais un jour vous souhaiterez l'acheter.
Et John Cena explique, certes c'est mon travail qui est en jeu, mais je veux pas gagner de cette manière. Il préfère gagner à sa manière à lui. Et bien au moment où il arrive dans le ring, go to sleep, compte de 3, victoire de Punk. Et là, c'est la folie à Chicago. Tout le monde est content, même sa famille à Punk et ses amis, que ce soit Colt Cabana qui était même présent, était content, mais McMahon prend, on va dire, le casque de commentateur en disant « Arrêtez tout, arrêtez même la musique !» Et qui dit « Faites venir Alberto, faites encaisser la manette à Alberto !» Et bien Alberto Del Rio fait son entrée, il se prend un high kick de la part de CM Punk. Et là, vu comment CM Punk sait qu'il n'a plus rien à craindre, il va dans le public. Le bisou de la fin, célébration ultime. Et là, il sort par l'entrée et il tourne chez lui. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il va mettre son titre dans le réfrigérateur et il va faire une photo de la ceinture. Et là, un énorme buzz pour CM Punk. Donc, ce match-là, vu comment ce match est un match 5 étoiles, il mérite largement sa place, donc je lui mets un 5 sans hésiter. C'est un 5 étoiles pour moi. Pour le côté historique et bien raconté. Donc, il a sa place. Ensuite, match pour le championnat de la WWE à WrestleMania 28, le 1er avril 2012. CM Punk contre Chris Jericho. CM Punk contre Chris Jericho, il y a eu une grosse rivalité. Au début, Jericho s'en prenait à Punk juste pour son titre. Donc il s'en prenait à lui juste pour essayer de lui prendre le titre. Mais après, ça va leur conduire à WrestleMania 28. Énorme match entre les deux. Il n'y a pas à dire, les deux savent réellement ce qu'ils font dans un ring. Que des prises fétiches qu'ils encaissent. Et à la fin, CM Punk gagne par un soumission, un Anaconda Bice contre Jericho. Et j'aimerais bien voulu qu'il aurait mis le match à Extreme Rules. C'est là où Chris Jericho fait une révélation sur les parents, enfin la famille de Punk, comme quoi le père est un alcoolique, sa sœur une droguée. J'aurais bien voulu qu'il mette ça, mais malheureusement non. Mais il est très bon, Donc celui-là, je lui mets un 4,50, parce qu'il est très très bon. Ensuite, le dernier pour la fin, pour le match de la WWE, CM Punk contre Daniel Bryan à Over the Limit, 20 mai 2012. Un très bon match entre les deux hommes. Pareil, Daniel Bryan, un très bon catcheur. CM Punk l'est aussi. Et pourtant, que du bon match. Que des très 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 bons matchs. J'ai rien d'autre à dire à ce match, si ce n'est que c'est vraiment très bon. Et je crois que ça se termine par une victoire de CM Punk sur Daniel Bryan. Oui. Donc il est vraiment pas mal ce match. Donc je vous l'invite aussi à le regarder. Maintenant, la globalité de ce match avant qu'on se quitte ici. J'avais mis un 4,50 pour Chris Jericho et Punk. Je lui mettrais un 4,60. Voilà, j'ai rien à me reprocher, je lui mets un 4,60. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette review sur CM Punk. Et maintenant, j'espère que vous avez très bien aimé cette review. Oui, excusez-moi si ça a été un peu trop long. Mais après, si vous êtes habitué à regarder des trucs vraiment un peu longs, je saurais faire des reviews comme ça. Donc si vous adorez ce coffret de CM Punk, je vous l'invite formellement à
à l'acheter car il est vraiment pas mal. Et moi je vais vous quitter. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez partager à vos amis ou à des collectionneurs, je serai ravi. Donc vous savez ce qu'il reste à faire. Laissez-moi un commentaire et j'en ferai d'autres par la suite. C'était DVD Pro Souvenir et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.